Sarah, vous avez serré des paluches, vous, ce matin. C'est ça. J'ai serré des mains et les Français que j'ai rencontrés ont les mains chargées d'histoire, comme Arnaud, vous allez voir. Ouais. Est-ce que vous aimez vos mains? Et si oui, pourquoi? Ça va, je pense qu'il y a pire. Oui, parce que mes mains, ce sont des créatrices. J'aime bien mes mains. Déjà, c'est mon outil de travail, donc j'en prends soin. C'est le toucher, on fait tout avec nos mains. On peut voir vos mains. Pas mal. C'est quoi avoir de belles mains? Avoir de belles mains, c'est des mains qui disent quelque chose, qui racontent une histoire. Justement, elles racontent quoi, vos mains? Tout mon passé, tout mon vécu. Elles ont des petites taches. J'aime bien parce que c'est comme des petites étoiles, quoi. Ça en dit beaucoup, hein, notre métier, si on prend soin de nous, la façon de serrer la main, ça en dit long, quoi. On va serrer la main et vous allez me dire, alors, j'ai quel parcours? Moi, je dirais que déjà, vous êtes une femme tranchante. Est-ce que c'est un critère de séduction, selon vous, les mains? Je sais pas si c'est un critère de séduction, mais je dirais que ça peut être un red flag si elles sont mal soignées. Ça peut repousser. Des belles mains, robustes, on se dit c'est assez rassurant, c'est joli, quoi, des petites veines. Est-ce que vos mains trahissent vos émotions? Je pense que oui, ça peut trahir les émotions. Quand on est stressé, on joue avec nos cheveux, comme ça. C'est vrai. Tous les gestes qu'on fait, effectivement, trahissent quelque chose. Je sais quand je suis comme ça, que je gratte mes mains, que je les regarde. Oui. Vous allez devoir deviner l'âge qu'ont ces mains. Ces mains-là, elles ont quel âge, selon vous? Je dirais 70, je dirais. Ça, c'était les mains d'Arnaud. Ah bah merde, mince. Voilà, les amis, prenez soin de vos mains. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Décidément, il faudra quand même qu'on les montre en gros plan à un moment, les mains d'Arnaud. Hein, parce Ça, que il elles travaille sont beaucoup avec, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Elles sont assez exceptionnelles. Hein, elles ont de la bouteille. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Niki, bienvenue. Merci beaucoup d'être là pour témoigner. On l'a dit avec Arnaud tout à l'heure, vous avez souvent des gènes au niveau des mains. Vous avez des fourmillements, vous avez même parfois des pertes de sensibilité. C'est quand et ça se passe comment? Racontez-nous. Bonjour Agathe, bonjour tout le monde. Les mains, c'est la partie du corps que j'affectionne le plus. Mains courageuses, travailleuses, créatrices. Et pourtant, depuis quelque temps, je commence à m'inquiéter. Je ressens donc des picotements, des fois des engourdissements. Il y a quelque temps aussi, j'avais mal au petit doigt, comme si j'avais subi une fracture. Ah oui, donc une grosse douleur aiguë. C'est ça. J'ai Mm. dû arrêter d'utiliser la main gauche pendant Donc on 15 comprend jours. quand même, Abigail, et on entend les inquiétudes de Niki, ça fait quand même beaucoup de symptômes. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire quels sont les principaux problèmes qui touchent nos mains avec l'âge? En dehors du fait qu'elles se fripent. Oui, ça c'est plutôt esthétique, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de pathologies dont la fréquence va augmenter avec l'âge. La première à laquelle on va penser, c'est l'arthrose. Donc cette maladie qui va provoquer une destruction des cartilages. Donc effectivement, l'âge c'est un facteur de risque, mais c'est pas le seul. Il y a des facteurs héréditaires. Il y a aussi le fait d'avoir par exemple hyper utilisé certaines articulations comme le poignet ou les mains en fonction de notre activité physique ou d'une pratique sportive par exemple avec des gestes répétés. Le surpoids aussi est un facteur de risque. Donc déjà l'arthrose, ça c'est un premier facteur. Après, il y a les fractures dont la fréquence augmente avec l'âge, et notamment chez les femmes ménopausées qui ont une tendance à l'ostéoporose. Et la fracture du poignet, c'est la deuxième fracture la plus fréquente après la fracture du col du fémur. Le troisième problème, et vous l'avez évoqué dans votre témoignage, c'est les douleurs qu'on appelle neuropathiques. Et ça vaut la peine qu'on s'y arrête un petit peu parce qu'il y a souvent un petit peu de confusion. Les douleurs, en fait, qui donnent des décharges électriques, des brûlures, des sensations anormales, des pertes de sensibilité. La fameuse sensation de la main qui chauffe. Exactement. Ça, en fait, c'est lié à un problème souvent de compression nerveuse. Et cette compression, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces douleurs-là, en fait, elles n'utilisent pas les mêmes voies de la douleur que les douleurs classiques. Donc souvent, les gens ne consultent pas tout de suite, vont prendre des médicaments classiques pour la douleur, et en fait, c'est pas les mêmes voies. Donc ces médicaments ne fonctionneront pas. Et donc ces compressions nerveuses, elles peuvent arriver à différents niveaux. Ça peut être effectivement au niveau de la moelle épinière, une compression d'une racine nerveuse vraiment à l'émergence du nerf qui s'occupe de la sensibilité ou de la motricité du bras et de la main. Et donc ça peut être de l'arthrose, du hernie discale, des tassements vertébraux, etc. Et puis parfois, le nerf peut être comprimé de façon un peu plus périphérique. Donc par exemple, au niveau du canal carpien, il y a des nerfs qui passent, notamment le nerf médian, et ça va donner des symptômes moteurs ou sensitifs. D'accord ? Donc ça, c'est important de savoir. Il y a plein de pathologies aussi qui peuvent donner des douleurs neuropathiques, le diabète, il y a la consommation d'alcool, il y a des maladies chroniques, des maladies inflammatoires, des cancers. Donc ça, il faut vraiment faire le bilan avec son médecin avant de s'automédiquer. Troisième problème,
Le quatrième, c'est d'autres maladies qui vont arriver un petit peu plus fréquemment avec l'âge. Par exemple, la maladie de Dupuytren. Ça, c'est plutôt une rétraction en fait des tendons fléchisseurs et c'est lié en fait à une fibrose de ce qu'on appelle les aponevroses. Donc, c'est les tissus qui entourent les muscles globalement, fléchisseurs. Et puis, le cinquième problème, eh bien, c'est effectivement des modifications hormonales et notamment la ménopause, on le verra, qui rend les articulations en fait plus fragiles, les tendons, les articulations, puisque moins de collagène, plus d'inflammation et différents problèmes de Ah oui, cet ordre-là. c'est vrai que vous l'évoquiez, Niki. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent à la ménopause d'avoir des douleurs articulaires. Ça aussi, vous le dites, c'est votre douleur qui fait quasiment une douleur de fracture à la main. Et c'est vrai que quand on se réveille le matin, tout à coup, plier la main, on sent que c'est moins souple qu'avant. Parfois même, c'est gonflé. On le voit généralement quand on porte une alliance, on se dit mais je peux pas la retirer alors qu'avant j'y arrivais. Pourquoi est-ce que la ménopause joue un impact comme ça sur les mains? Parce qu'en fait, avec la ménopause, donc c'est la chute drastique des œstrogènes avec l'arrêt du fonctionnement ovarien. Les œstrogènes ont un rôle protecteur en fait envers les articulations. Et donc, quand leur taux baisse, ça va donner différents problèmes. Le premier, ça va être le fait qu'on va produire moins de collagène. Et donc ça va rendre les articulations moins souples, plus douloureuse aussi. Ça, c'est la première chose. La deuxième, en fait, c'est que ça crée aussi un état inflammatoire et donc ça va favoriser l'œdème, les raideurs. Et le troisième, c'est qu'on a aussi des récepteurs aux œstrogènes au niveau de nos vaisseaux et donc au moment de la ménopause, en fait, la microcirculation se fera moins bien et donc on va avoir aussi ces sensations de froid, d'engourdissement, etc., qui sont plus liées, là, vraiment à des problèmes vasculaires. Ça touche 50% des femmes ménopausées, les douleurs articulaires, tendineuses, musculaires, etc. Et il y a un pic vraiment dans les 5 ans qui suivent la ménopause. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très fréquent, mais qui peut quand même s'améliorer de différentes manières et parfois avec le traitement hormonal substitutif. Donc il faut en parler aussi à votre médecin. Abigail, pourquoi est-ce qu'un problème dans les mains, ça peut devenir si handicapant? Parce qu'en fait, la main, c'est une structure qui est miniaturisée et très, très dense. Donc, en fait, le moindre œdème, la moindre inflammation va très vite comprimer les structures et donc donner beaucoup de symptômes. Donc, quand le nerf, par exemple, le nerf médian, est comprimé au niveau du canal carpien, et bien très vite, en fait, il ne pourra plus fonctionner et donc ça va donner des symptômes sensitifs, moteurs. Il faut aussi savoir que la main, c'est très énergivore. Donc, en fait, un problème dans la main, c'est très fatigant. Parce qu'en fait, la main, c'est 2% de la masse corporelle, mais ça utilise 10% quand on fait des gestes un petit peu compliqués, un petit peu techniques. Ben, ça peut utiliser jusqu'à 10% de notre dépense calorique. Et pareil, ça mobilise beaucoup de cerveau. 30% de notre cortex moteur, je l'ai dit, est dédié juste à la motricité de la main. Donc vraiment une structure très dense. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce que là, maintenant, on a bien exposé Abigail. Ça y est, on est en dépression. Maintenant, il faut remonter. Il faut remonter. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour prévenir ces problèmes et même les guérir pour que Niki trouve des solutions? Alors, si on le peut, déjà, premièrement, essayer d'éviter les gestes trop répétitifs ou en tout cas faire des pauses. Si par exemple on a un métier manuel ou qu'on fait du sport, etc., il faut éviter les mouvements répétitifs trop longs, donc toutes les 45 minutes, toutes les heures, vraiment essayer de bouger un petit peu. La meilleure position physiologique, anatomique pour le poignet et la main pour les problèmes de canal carpien, c'est vraiment le poignet et la main vraiment pas trop en hyperflexion parce que là, on augmente la compression. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. On peut essayer aussi d'aménager son environnement de travail. Si on travaille sur des écrans, il faut vraiment essayer de voir si on peut être ergonomique pour éviter aussi cette hyperflexion pour le canal carpien. Après, effectivement, c'est bien de consulter précocement parce que même si tout le monde est en dépression, si on consulte tôt, le syndrome du canal carpien, c'est une pathologie ça se traite très bien avec un taux de guérison qui est très important. En fait, il y a plein de traitements. Et puis après, là, on va entrer vraiment plus dans la partie médicale. On peut prendre des antalgiques, ça peut marcher, des anti-inflammatoires en cure courte. Parfois, on propose aussi des infiltrations de corticoïdes au niveau de l'articulation, mais ça a un effet un petit peu temporaire aussi. Et puis vraiment, alors la physiothérapie, la kiné, les exercices, le sport aussi, évidemment. L'hygiène de vie, ça compte aussi. Et puis, en dernier recours, parfois, on a une chirurgie, mais qui donne de très bons résultats, une chirurgie en fait où on va libérer le nerf, on va sectionner un ligament. Pas de détails, Abigail. Non, mais pourquoi? C'est sympathique, ça fait plus Dr House. Voilà. On va sectionner le ligament annulaire du carpe, donc c'est un ligament qui est là, et le nerf sera libéré. Oh là là, mais quelle embellie, et tous nos Niki. problèmes seront résolus. Donc voilà, il y a plein de traitements. L'important, c'est vraiment de consulter tôt. Un nerf libre. Voilà Tout à notre fait. objectif, Ah oui. Niki. On aura un nerf libre. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, Niki, allez consulter parce qu'il ne faut pas trop attendre, puisqu'a priori, il y a des solutions. Donc, ça devrait aller.